Tu viens de cliquer ? Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission Politiquement Incorrecte de Radio Rec, la web radio étudiante de Marne-la-Vallée. Ici c'est Nicolas, Hugo reviendra normalement dès la semaine prochaine. Dans l'émission, on lui souhaite le bonsoir. Il n'a pas pu se libérer pour l'émission de ce soir. Nous sommes ensemble ce soir pour débattre comme tous les jeudis. Et puis, eh bien, nous allons passer un bon moment, je l'espère, ensemble. Avec moi ce soir, mes deux compères de d'habitude. Maxime, bonsoir Maxime. Bonsoir Nicolas. Et Marc, bonsoir Marc. Salut Nico. Alors, nous allons parler de démilitarisation. La démilitarisation généralisée est-elle la seule solution pour une paix mondiale ? C'est la question qu'on va se poser ce soir et sur laquelle on va tenter d'apporter des éléments concrets, en tout cas je l'espère, ensemble. Et on va commencer tout de suite. Vous le savez, le prix Nobel est affecté, le prix Nobel de la paix est affecté tous les ans et il y a eu des prix Nobel qui ont peut-être fait parler ces dernières années. Il s'agit notamment de celui de Barack Obama ou bien de l'Union européenne. Marc, est-ce que tu souhaites réagir directement sur cette entrée en matière ? Bah oui, surtout que le sujet est pour le coup très dense. Donc commençons par l'essentiel, ce qui est très subjectif en somme, parce qu'un prix Nobel de la paix... ça dépend d'une très grande subjectivité de ceux qui l'offrent ou qui la concèdent. Donc, oui, Obama, prix Nobel de la paix, on comprend pas bien pourquoi. L'Europe, c'est pareil. À la limite, prix Nobel de la paix, l'Europe, dans les années 50, quand il y a eu la création de la CK, on aurait pu comprendre. Mais là, on se dit pourquoi au final ? Parce qu'on voit très bien que depuis maintenant, on va dire 2 ans, 3 ans, même avant, je peux citer d'autres exemples, on donne un peu la leçon aux pays du Moyen-Orient. Alors est-ce qu'on amène cette guerre et ces guérillas entre les peuples, est-ce qu'on opère par une vision du démiurge, de ce qu'appelait Guénon, justement cette opposition entre les peuples qui n'est pas en règle générale la base même de leur politique et de leur conception de la vie. C'est tout délicat. Donc le prix Nobel de la paix, sur un plan, c'est ça le but principal de cette appellation, c'est de se dire depuis qu'on a créé l'Europe, on l'a vraiment mis en branle. Il n'y a pas de guerre, ça fait maintenant plus de 70 ans, même un petit peu plus maintenant, 70 ans, qu'il n'y a pas eu de guerre. Donc c'est pour ça que le prix Nobel de la paix a été donné. C'est une vision purement subjective, surtout que à guerre militaire et matérielle, c'est opposé une guerre économique dévastant, certes moins brutalement, mais certainement les populations. Donc pour toi, il ne méritait pas forcément ce prix Nobel ? C'est-à-dire que qu'il ne le méritait pas, non, mais c'est vrai que sur un plan militaire, et encore, ce que je viens de rappeler justement, les guerres qui se sont déroulées, l'Europe, non, des grands défenseurs, par exemple du Dalai Lama, par exemple, qui sont vraiment là depuis longtemps. Chirac en avait rencontré pendant son premier mandat le chef tibétain, etc. Le Dalai Lama, là, il y a vraiment des volontés de paix, il y a des volontés de résistance. En fait, on met en valeur ceux qui fomentent, je pense, les oppositions. Donc, prix Nobel de la paix, non. Car quelques résistants qui nous offrent des visions plus opposées sont peut-être plus à mettre en valeur. Certes, c'est un titre international. Barack Obama, l'Europe, ce ne sont pas des titres qu'on attribue à n'importe quel kidam dans la rue. Mais bon, je pense que ces gens-là sont plus à même de recevoir ce titre que les gens qui je le répète, fomentent des oppositions qui ne sont pas... Je veux dire qui ne sont pas réels en ce qui Et alors leur attribuer le prix Nobel par exemple, est-ce que ça ne peut pas permettre de continuer sur une lancée où on serait justement avec moins de guerre ? De toute façon, l'Europe en somme, il y a moins de guerre, c'est un fait. Évidemment que depuis, il n'y a plus les oppositions entre l'Allemagne, etc. Évidemment, là on peut dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? On revient à cette notion de Sauvy qu'il avait développée, c'est-à-dire le tiers-mondialisme. Et on se dit le tiers-monde, c'est une vision qui aujourd'hui est tombée en obsolescence parce qu'elle est trop réductrice. Et on parle justement de pays du Sud, pays en développement. La création des BRICS, par exemple, en est un exemple. Et en fait, je pense que... Le BRICS précise par contre pour nos auditeurs qui ne sauraient pas. Le Brésil, l'Inde, la Chine, etc. La Russie, je crois.
l'Afrique du Sud, il me semble aussi, peut-être l'Australie, je pense. Je suis pas sûr. Enfin bref, passons. En tout cas, ceux que j'ai nommés en premier sont certains. Alors oui, évidemment, il n'y a pas de guerre. En somme, il n'y a pas de guerre au sens propre du terme. C'est vrai. Mais bon, faut pas oublier que les guerres économiques sont présentes et sont plus dévastatrices, je pense, que les guerres. Je dirais, ce qui se passait à l'époque, surtout en 40, la vision des poilus, la vision des dirigeants, on parlait du coup de poignard dans le dos en Allemagne par exemple, cette vision était la vision de se dire rien ne va plus après une crise économique. Le krach de 29 a certainement servi et desservi Hitler, puisque là je vais citer Sutton que je suis en train de bouquiner en ce moment, qui nous dit bien le lien entre la montée d'Hitler et c'est-à-dire le développement, le financement de Wall Street, Rothschild par exemple, en partie, et il nous montre aussi qu'il y a eu aussi des événements, là nous l'a montré Kershaw, plus politiques, mais bon, si on met facilement le lien, c'est sûrement l'économie qui permet des développements. Et juste pour terminer là-dessus, certes il n'y a pas de guerre, mais oublions pas les liens, et que je viens de rappeler, et je pense que si on est dans un contexte où la bombe nucléaire, et je l'avais déjà dit 30 fois, je pense que s'il n'y avait pas la bombe nucléaire en ce moment, qui est là, qui est sous nos têtes, on ne sait pas ce qui va se passer, et la guerre aurait éclaté parce que c'était la solution de l'époque, souvenons-nous de la vision de 30, de 40, on va faire une bonne guerre, ça ira mieux après, il faudra tout reconstruire, le plan Marshall, alors du coup on se met à dos, on se met en lien de manière éternelle avec des pays, les États-Unis, etc. Bref, là j'ai envie de laisser parler Maxime parce que bon, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Mais bon, voilà, vision purement subjective. Non, mais on va revenir peut-être sur le nucléaire après. Maxime, donc ta réaction peut-être sur ce qu'a dit Marc pour le moment, et sur ce que tu pourrais ajouter. Est-ce que mon micro il marche bien déjà? Oui, normalement. Bon, d'accord. Donc déjà sur le prix Nobel de la paix, c'est vrai que c'est quand même, on arrive à un stade où c'est difficile de ne pas voir les choses autrement que comme espèce de théâtre général, parce que on donne le prix Nobel de la paix à Barack Obama, et c'est quand même sous son mandat qu'on a investi la Libye, qu'on a eu une action militaire. Alors on peut être pour, on peut être contre. En tout cas, Barack Obama, ça n'a pas été un homme de paix. Je veux dire, il a déclaré la guerre quand même. Donc je trouve que c'est gros comme une maison. Et puis, du coup, même le second cas qui est là cette année, celui de l'Union européenne, comme le rappelait Marc, on aurait peut-être pu le comprendre au début de la création de l'Union européenne, parce que dans l'idée, c'était on veut devenir partenaires économiques et devenir complémentaires les uns les autres pour s'empêcher de se faire la guerre, etc. Donc là, on pourrait dire, oui, fondamentalement, il y a une volonté de paix, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que à cause de problématiques d'ordre financier, d'ordre économique, on voit que la tension monte justement entre les différents pays de la zone euro, les pays membres de l'Union européenne. On voit que tout ça, il y a une escalade un peu de la violence. On voit que dans certains pays, les plus petits pays, notamment la Grèce, l'Espagne, l'Italie, on a des quasi-climats de guerre civile, quoi. Donc apporter le prix Nobel de la paix précisément à ce moment-là, alors que c'est peut-être le moment où il y a le plus de tensions entre et qu'on est peut-être le plus au bord d'une guerre qui là va se traduire par quelque chose de militaire, parce que Marc disait tout à l'heure qu'il y avait qu'on n'était pas dans une guerre militaire mais qu'on était dans une guerre économique et que c'était pas pareil. Moi je dirais que j'ajouterais à ça que en général les guerres économiques précèdent les guerres militaires. C'est qu'en général c'est dû je pense que ça aurait pété bien avant s'il n'y avait pas eu, je rappelle, la bombe nucléaire. Peut-être aussi, ouais, c'est un truc, mais c'est vrai que mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en général ça commence d'abord. En général les guerres elles sont c'est un moment donné quand tout pète, quoi. C'est-à-dire que l'affrontement physique c'est en dernier recours, quoi. Il y a quand même eu des, tu vois, je veux dire dans l'histoire, je veux dire, en 73 il y a eu des guerres économiques avec les pétrodollars, ça n'a pas implosé militairement par exemple. Non, c'était des premiers stades, voilà, c'était des premiers mais je veux dire, entre les deux guerres, entre 18 et 40, il a fallu un crack, celui de 29, et ça s'est déclenché 10 ans après. Voilà. Est-ce que là on n'est pas en train de revivre un 29 aussi, c'est-à-dire que c'est sur un temps plus long, donc du coup on se dit il y a moins de guerres, ça fomente moins de guerre, etc. Donc moi je suis d'accord avec toi, c'est juste que on retarde l'échéance, quoi. Donc voilà, on voit en tout cas que les tensions montent. C'est quand même curieux qu'on attribue le prix Nobel de la paix quand dans le même temps on pourrait trouver, je pense, bien d'autres individus, bien d'autres organisations, peut-être pourquoi pas pays, qui sont dans des démarches de paix intégrales. Alors par exemple, à qui vous auriez attribué le prix Nobel cette année, comme ça, sans trop... Moi, alors, histoire d'être politiquement incorrect, moi je décernerais ce prix à Chavez, par exemple.
Voilà, quand on écoute réellement ses discours et qu'on sort un peu de la propagande occidentale. D'ailleurs, je ferai une chronique plus précise là-dessus sur la diabolisation de Chavez, d'Ahmadinejad. Je pense qu'il y a certains leaders dans le monde qui sont réellement pacifiques et qui ne sont pas, d'ailleurs, par exemple, regarde le Venezuela ou même l'Iran. À quand remonte la date d'une déclaration de guerre? C'est quand la dernière fois qu'ils ont déclaré la guerre à quelqu'un? Or, l'Union européenne, alors certes, il n'y a pas eu de guerre au sein même de l'Union européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, de guerre majeure, quoi. Mais pour autant, c'est pas pour autant que ces pays-là n'ont pas été impliqués dans des guerres à l'extérieur, quoi. Donc, Barack Obama, prix Nobel de la paix, sous son mandat, il a déclaré la guerre. L'Union européenne, on voit qu'une majorité de pays, quand même, de l'Union européenne sont impliqués dans des guerres au Moyen-Orient, etc. Donc, c'est quand même curieux. Et donc, je veux juste finir sur peut-être une interprétation qui est la mienne là-dessus, c'est que je pense qu'en fait, on vit une époque où tout est en train de s'effondrer, toutes les bases sur lesquelles on repose, elles sont en train de s'effondrer, et dans un espèce d'effort désespéré, on veut raccrocher les gens, on veut les fédérer autour finalement de gris-gris, quoi. C'est de l'ordre du gris-gris. Maintenant, c'est bon, tout ça marche pas, mais on va donner l'apparence que... Donc, en fait, c'est comme un encouragement. Vous voyez, on lui a donné le prix Nobel de la paix, donc c'est bien. L'Europe, c'est bien, vous voyez. Donc, il faut être pro-Union européenne, pro-euro. Moi, je vois ça. Je pense que c'est un message politique. Voilà. D'accord. Et toi, Marc, juste en deux mots j'aurais pas de pays, parce que je disais justement mais moi, je le descendrais tout simplement pour l'instant, c'est... des gens comme nous qui vivons dans ce... Non mais c'est vrai, des gens pas forcément nous, parce que les gens disent le peuple de France ou le peuple d'Italie. Donc, moi je m'inclus dedans parce que je suis désolé, j'en fais partie, il me semble. Donc moi je dirais peut-être à ces populations qui subissent de plus en plus les politiques internationales, intermondialistes d'en haut, et c'est sûrement à ces pays-là, parce que moi ce qui m'a toujours dérangé, c'est que à quel prix on peut résoudre certaines crises. Regarde, quand j'ai étudié un peu la question d'Italie, ce qui fait qu'il y a un climat d'apaisement, c'est qu'il a fait des réformes Monti purement mondialistes, pour que ça se règle, les questions d'économie. Mais alors le peuple, quand on fait une sociologie et des questionnements là-dessus, on se rend compte qu'il n'y a eu aucun socialisme là-dedans. Et encore, le socialisme, aucune part pour le peuple là-dedans. C'est toujours des réformes pour colmater les brèches que ces mêmes personnes ont ouvertes. Si je peux juste réagir là-dessus, parce que là pour le coup je serais pas très d'accord pour donner le prix Nobel de la paix au peuple de manière générale, parce que je pense que si on en est arrivé à ce stade de dégénérescence, c'est principalement parce que nos élites ont une autoroute devant eux et que justement le peuple ne s'érige pas, ne s'oppose pas suffisamment à leur maître politique qu'ils désignent. Ils sont pris Nobel de la paix parce que pas d'ailleurs. Ça serait la guerre. Alors, par exemple, oui, mais là, mais là après on va rentrer dans un sujet aussi intéressant, c'est est-ce que la guerre parfois, en tout cas le combat n'est pas nécessaire, ne serait-ce que pour reprendre une certaine liberté. D'accord, on va peut-être en parler dans la suite. Alors pour terminer là-dessus, en 2009 c'était donc Barack Obama, en 2010 c'était Liu Xiaobo en Chine, voilà. En 2011 c'était 2 Libériens et un Yémen. Donc pour un Yéménite, oui, en effet, pour leur lutte non violente pour la sécurité des femmes et leur droit à une participation entière dans la construction de la paix. Voilà. Et puis cette année, donc l'Union européenne. Alors, tout simplement, est-ce que la démilitarisation générale, puisque c'est quand même notre sujet, la démilitarisation, est possible, Marc? Est-ce que c'est possible de vivre dans un monde sans militaire? Alors là, parce qu'il faut avoir, pour répondre à cette question, on a vu en 1h30, on n'aura jamais le temps, mais on pourra donner en tout cas les bases. Alors là, il faut citer plusieurs ouvrages, parce que je pense que la question de la paix, ça s'opère sur plusieurs choses. Les combats économiques, là je citerai David Harvey, les combats géopolitiques, Boniface en parle très bien, Philippe Boulanger, Michel Fouché sur la question des frontières aussi également, sur la question de la politique. Et là, je suis en train de commencer un ouvrage qui a l'air extrêmement bien, qui est celui d'Alexandre Douguine, qui est un écrivain russe, et qui a fini de rédiger un ouvrage qui s'appelle La 4e politique. Et il nous dit brièvement, écoutez, toutes les politiques du XXe siècle ont échoué, communisme, fascisme, etc. Alors, que faire contre ça, et se dire contre le libéralisme. Le libéralisme aussi. Alors que faire contre finalement ce troisième truc qui est le libéralisme, qui prend de plus en plus de place, mais qui au final ne marchera pas. Ça, c'est dans à peu près la genèse de son truc. Et il nous dit avant-on une 4e politique. Et cette 4e politique peut passer par des désarmements, par une espèce de paix durable. Mais alors,
Là, on est dans une vision purement livresque et je vais en sortir juste pour donner des bases. Si les auditeurs, ça les intéresse, lisez ces quelques personnes. La démilitarisation, il faut entendre plusieurs choses. La démilitarisation, alors là, je citerai que Boulanger parce qu'il a fait un énorme bouquin là-dessus qui est vraiment très bien. Il nous dit c'est le retrait des forces armées. Ça peut être aussi entendu comme le retrait des armes, la commercialisation des armes, ce qui fait référence purement et simplement à l'économie. Mais du coup, la démilitarisation générale forcée, ça veut dire qu'il y aura, et là c'est pareil, Philippe Blanchet le dit, ça serait une espèce de gouvernement mondial qui dirait fini les armes, etc. Donc ça semble un peu impossible, surtout que chaque pays est libre de droit et il fait ce qu'il veut. On n'est pas non plus, même si l'Europe nous enlève des libertés, chaque pays a le droit de garder son armée. Évidemment, en France, on n'en a pas beaucoup. On a 4 sous-marins nucléaires, on a un porte-avions, le Charles de Gaulle, qui d'ailleurs est pas en très bon état. On n'a pas vraiment d'armée, en tout cas en France, on n'a pas vraiment une armée. Même si les États-Unis sont censés être les gendarmes du monde, pour prendre un terme purement médiatique, eux aussi, ils n'ont pas l'argent pour non plus faire tout ça. C'est-à-dire que quand ils sont allés en Afghanistan, on en parlera tout à l'heure, ça leur a coûté du fric et il y avait peut-être autre chose à faire qu'aller donner des leçons pour lutter contre le terrorisme, selon Bush, après le 11 septembre. Bref, passons. Alors la démilitarisation, ça peut enlever des conflits, évidemment. On voit ce qui s'est passé par exemple en RDC, par exemple en République démocratique du Congo, quand il y a eu l'opposition entre les Tutsis et les Hutus. C'est-à-dire que les Hutus se sont révoltés contre les Tutsis qui étaient mis en avant lors de la colonisation. Ils disaient les Tutsis vous êtes plus beaux. Alors, je caricature mais c'était ça. Et il dit on va vous choisir pour être les secrétaires des colons. Et puis du coup lors de la décolonisation, les Hutus se sont révoltés contre les Tutsis qui n'y étaient entre guillemets pour rien. Malheureusement c'était encore ça. Et puis ils se sont fait chasser, génocide du Rwanda, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que les Tutsis sont allés en République démocratique du Congo pour aller se faire militariser, des enfants, tout ça, pour aller revenir à l'assaut contre les Hutus. Et ça a causé des millions de morts. Et évidemment, c'est pas sans se poser quelques problèmes. Il y a eu des massacres en pleine ville, etc. Le problème, on peut l'étendre à énormément de choses. En Afghanistan, les printemps arabes qui se sont passés, etc. Donc on voit que la militarisation et le fait d'avoir des armes, etc., des armées, ça pose problème. Même quand on a, par exemple dans le cas de l'Afghanistan, justement on peut en parler parce que la France a fait partie à sa dernière troupe. Donc ils étaient 130 000 à peu près, soldats étrangers là-bas, qui sont arrivés après 2001 parce que Bush a dit vous avez vu le terrorisme, Osama Ben Laden, machin, si escompté que ça existait, évidemment. Enfin bon, je vais pas finir en prison non plus, donc on va écarter ce sujet. Mais bon bref, voilà. Et on met des soldats étrangers, alors on vire Hamid Karzai, qui était le chef des talibans, ça amène des guérillas, c'est-à-dire que même quand on est dans un processus soi-disant, entre guillemets, de paix, ça renforce les tensions, les anti-talibans par exemple. Alors est-ce que ça montre pas justement que, est-ce qu'on peut se passer des armes et finalement est-ce qu'on peut se passer des militaires si c'est finalement pour une bonne cause du point de vue occidental? Non, on peut pas, parce que de toute façon ce qui supposerait la démilitarisation, en fait ce qui supposerait vraiment l'abandon de guerre, ça sera une unité mondiale, ce qui est impossible. C'est impossible d'avoir. Chaque État est censé entre guillemets être un État-nation. Et on peut pas dire une unité mondiale. Ça renverrait des questions de gouvernement et de gouvernance. C'est tout simplement impossible. Et je pense que ce qui fait qu'il n'y a peut-être pas de guerre aussi, c'est que chacun a derrière sa bombe nucléaire et il sait très bien que si on en envoie une, c'est dissuasif. Voilà, en fait, la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est ce qui fait que maintenant les guerres sont écartées, quoi. Maxime? Attends, la question c'était la démilitarisation, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible? Et donc du coup, est-ce qu'un monde sans armes est possible? Techniquement c'est possible, forcément. Il y a bien eu une époque où il n'y avait pas d'armes. Et quoique, si on remonte à l'origine de l'homme, il y a bien eu un moment donné où il y en a un qui a pris un bâton puis qui a tapé sur la tête de l'autre, quoi. C'était déjà une arme. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la militarisation des sociétés? Alors maintenant, est-ce qu'on parle des armes à feu aussi? Voilà, c'est-à-dire que, en fait, il y a tout un débat qui pourrait être philosophique à avoir, mais je me sens absolument pas les épaules pour l'assurer en disant parce que je peux être séduit par certaines argumentations qui consistent à dire qu'un monde sans violence, ça serait idéal, que lorsqu'on en vient à la violence physique, c'est la faillite du dialogue, ce genre de choses. C'est séduisant, mais il faut se rendre à l'évidence aussi et voir que ça correspond à aucune réalité anthropologique, que systématiquement, pour reprendre une de tes formules, l'histoire nous montre que de tout temps,
les hommes se sont battus parce qu'ils ont des penchants qui sont intrinsèques, qui sont inhérents même à la condition humaine, le pouvoir, la jalousie, enfin tout un tas de sentiments comme ça qui ont traversé les âges. Je veux dire, on peut noter des modes, des phénomènes, etc. Mais il y a toujours une base, un dénominateur commun de toutes ces époques, et c'est je crois, l'ensemble de ces sentiments, et que la militarisation découle de ces penchants. C'est qu'à un moment donné, pour le pouvoir, il y en a un qui a voulu prendre les armes, puis l'autre pour se défendre a dû aussi, et puis après ça crée une surenchère, on va être plus fort que l'autre, et l'autre on doit à nouveau se prémunir contre cette menace, et en fait on monte, et ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à des procédés militaires, je veux dire, mais d'une puissance phénoménale, quoi, au regard par exemple ou d'autres domaines qu'on n'a pas vraiment développés, quoi. Je pense par exemple aujourd'hui qu'il y a on voit des domaines qui sont en plein essor, en pleine expansion, pardon, et puis d'autres domaines qui sont au contraire en régression. Si on parle du spirituel, on voit qu'on est en régression. Si on voit par contre qu'on est si on se situe sur le plan de la technologie, de l'armement, on voit au contraire qu'on est en pleine expansion. Donc tout dépend d'ailleurs de quel point de vue on se place. Selon certains, on sera c'est là d'ailleurs, pour des fois quand je dis que nous sommes une civilisation en déclin, certains ne sont pas d'accord parce que justement ils notent le fait que on est de plus en plus performant sur le plan de l'armement, etc. Bon, ça dépend après, je pense, des sensibilités de chacun, mais je pense moi en tout cas qu'on ne peut pas démilitariser, parce que étant donné que l'homme aura toujours ses penchants, même si on n'est pas à l'origine agressif, belliqueux, va-t-en-guerre, il faut au moins pouvoir se protéger, quitte à avoir une force militaire qui est comme fonction de dissuader, voilà, de dire attention, je n'attaque pas, mais il ne faut pas non plus me marcher dessus. Donc je pense que en fait c'est ça la position la plus sage selon moi, et je regrette qu'en France aujourd'hui on soit en train justement complètement de démilitariser le pays. Je crois que maintenant les munitions de FAMAS ont été délocalisées, sont fabriquées aux Émirats, en Pakistan, et donc avec une qualité qui est vraiment moins bonne. Puis ça veut dire qu'on n'est plus du tout souverain du point de vue de notre armement, parce qu'on a besoin de c'est-à-dire qu'on peut même plus le fabriquer nous-mêmes. Je crois qu'il y a des projets pour l'armée de terre de diviser par deux les effectifs. Je crois qu'on peut passer de, je sais plus, 120 000 à 60 000, quelque chose comme ça. Enfin bon, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, malheureusement. Mais c'est-à-dire que d'un côté, on a des armées qui sont pour le coup très belliqueuses. Moi, je pense à l'armée des États-Unis. Bon, alors il y en a qui vont me dire non, c'est les gendarmes du monde. Et tout ça. Je regarde juste que statistiquement, c'est quand même eux qui sont à l'origine d'un maximum de guerres par rapport à l'Iran, par exemple. Voilà, je veux dire, pour moi, c'est ça les constats. Au-delà des polémiques, est-ce que on fait bien d'aller là-bas? Est-ce que je vois par exemple que l'Iran n'a pas déclaré de guerre depuis, je ne saurais même pas dire la date, ou le Venezuela, et puis par contre les États-Unis, si on fait la liste depuis 1945 de leur implication ou de leur déclaration de guerre, mais c'est phénoménal. Donc je pense que au regard simplement des chiffres et de cette réalité, on a des armées aujourd'hui qui sont très belliqueuses et qui sont très performantes. Et que c'est important compte tenu de ce contexte. Si on était dans un contexte complètement idéalisé où il n'y avait pas d'armes, oui, ça sert à rien d'avoir des armes, mais étant donné, à un moment donné, il faut redescendre sur terre, sortir du débat philosophique et aller aussi sur le terrain et voir que compte tenu de ces conditions, c'est nécessaire, je pense, de se protéger. Voilà. Oui, Marc, je te vois vouloir une réaction. Ouais. Alors là, si on part du postulat que la démilitarisation n'est pas possible, ce que je pense être le cas, par contre, on voit que dans les années 70-80, si je ne me trompe pas, il y a eu des accords qui ont été signés pour la non-prolifération des armes chimiques. C'était l'accord SALT I et SALT II. Pardonnez mon accent anglais qui n'est pas très bon. Hein. Je te pardonne entièrement. Oui, t'es un peu concerné aussi, donc bon, ça va. Donc il y a eu quand même des choses comme ça qui ont été faites. Cependant, moi je relève un truc. Et Maxime a parlé de l'Iran, donc je vais poursuivre dans cette voie. On peut pas... moi, ce qui m'a toujours dérangé, ce que De Gaulle avait relevé et d'accord était contre, c'est-à-dire que vous avez la prolifération des armes et de la puissance des armes nucléaires notamment. Donc le développement, hein, bon, juste bref rappel historique, hein, si ce sont les Américains qui ont eu la bombe nucléaire en premier, c'est parce qu'Einstein était allemand et que quand les nazis sont arrivés, et que ça a commencé à monter, Einstein il est parti quoi, il est parti en Amérique, enfin aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis ont encore eu ce train d'avance. Bref, et je me dis, tout le monde a envie de cette bombe là. Par dissuasion, tu vois. Et quand je vois comment ça a été mené, par exemple, parce que là on parlait de l'Iran. L'Iran est opposé fermement à Israël.
Et justement, Israël a la bombe atomique. Ce que De Gaulle avait dit, il est hors de question qu'elle l'ait. C'est hors de question qu'Israël ait de la bombe, etc. Et après, il y a eu des gouvernements qui ont fait qu'en bas, pourquoi pas. Puis on voit qu'il y a des conseillers israéliens qui sont venus, qui ont été tapés qui ont eu la bombe grâce à la France. Et qui ont eu la bombe grâce à la France, alors que De Gaulle avait strictement dit hors de question, quoi. Et moi, ce qui m'énerve, c'est-à-dire que Israël, qui bouffe du territoire depuis X années maintenant, alors les sionistes me diront oui, c'est la terre promise datant du Canaan, de temps de l'époque de Babylone, ils se sont fait chasser, ce qui est totalement faux si on loue Douglas Reed vraiment bien, etc. On en a parlé, on en reparlera certainement dans d'autres émissions. Voilà, je pense. on en reparlera parce que là, bon, c'est pas vraiment le sujet. Je pense que je ferai une chronique un jour sur ce bouquin assez dense de 700 pages. Donc vous prenez des rendez-vous tous les deux aujourd'hui, vous préparez des chroniques activement. Ouais, non, mais je pense qu'on va là, parce que bon là, on n'a pas eu vraiment le temps, mais là, on va en faire. Donc Israël qui, depuis les débuts des oppositions là, est à peu près à les 12 morts, on va dire. Depuis là, on en parle justement, c'est dans l'actualité. Du côté palestinien, avec les bombardements, on est quand même à 500. Donc, là, la tribalité de l'un est quand même plus affirmée que chez les Palestiniens, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, Israël bénéficie des armes et du soutien inconditionnel des États-Unis. Barack Obama l'a rappelé, d'ailleurs, il a dit oui, je soutiens le droit d'Israël à se défendre. Alors, qui c'est qui a lancé la police? Enfin bref, il y a tout un mensonge qui nous est caché, et c'est-à-dire qu'on donne la bombe atomique en fait, aux puissants, non pas aux paisibles, aux puissants, c'est tout. Et c'est ça qui moi, me dérange. Et quand je vois toute la ratonnade qu'il y a derrière l'Iran qui préparerait la bombe, etc., qui aurait besoin de l'arme nucléaire, enfin bref, il y a tout un truc gigantesque qui parle là-dessus. Moi, j'ai envie de leur dire, bon, vous l'avez eu, si les autres ont envie de l'avoir, faut pas non plus... Puis en plus, ils jouent là-dessus, parce qu'ils savent très bien que si jamais il y avait vraiment un problème, les États-Unis courront derrière leur défense, et puis voilà. Donc, et juste pour revenir... Ouais, mais rien, cette peur de l'arme nucléaire en Iran, c'est dû au fait que l'Iran pourrait être un danger pour l'Occident. L'Israël n'est pas considéré comme un danger, non? T'es pas d'accord avec ça? Bah non. C'est-à-dire que Israël, pour toi, enfin. Pour moi, non. Je pose la question. Israël est purement tribal et purement vindicative, parce que, ça serait plutôt aux Palestiniens d'être vindicatifs, et même aux peuples qui se sont passés, parce que de toute façon, toutes les guerres qui ont été lancées à Kippour, pensons à Kippour par exemple, au final ils l'ont gagné. Il y avait eu les Cisjordaniens qui s'étaient mêlés de tout ça, etc. Ils sont arrivés le jour du Kippour, c'est d'où le nom. Et puis de toute façon ils ont gagné. Ils ont un armement extrêmement puissant livré par les États-Unis. Alors évidemment, moi j'ai envie de te dire, c'est normal que cette animosité monte dans les pays du Moyen-Orient, et surtout dans cet ancien empire ottoman, qui va qu'en Israël, enfin l'ancien Canaan, si on prend les lectures bibliques. Et évidemment que ces peuples-là en ont marre de voir un État qui se développe de plus en plus, qui survole Gaza avec des drones, etc., avec quelques produits, on va dire, peu communs dedans. Enfin, il y a plein de trucs. C'est pour ça que... Au dépit des conventions internationales. En dépit, oui. C'est-à-dire que les règles internationales ne sont pas respectées. Les accords d'Oslo... ça ne sert absolument à rien. Comment on appelle ça, ce qui s'est passé, j'ai oublié le nom, les accords d'Oslo, il y en a un autre que j'ai oublié évidemment. Je vais m'en rappeler, mais en tout cas tous les accords, la convention de Genève par exemple, en partie, voilà. Et ça n'a servi strictement à rien. C'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas les lois sont ceux qui ont le droit d'avoir la bombe. Alors là, je pense qu'il y a une dichotomie importante là. Enfin, où c'est juste moi qui suis trop bête pour comprendre la vision de nos en fait, élites. la discussion que vous avez, c'est simplement la preuve qu'on est dans un monde globalement sioniste, en fait. En tout cas, qu'on vit dans un pays avec une empreinte sioniste, puisque on a deux cas. Il y a le cas, voilà, on parlait de l'Iran, on parle d'Israël. Dans un cas, il y en a un qui a le droit d'avoir la bombe atomique et l'autre qui n'a pas le droit. Alors pourquoi? Au nom de quoi? C'est voilà, donc dans un cas on favorise, dans l'autre au contraire c'est comme ça. De toute façon, on voit très bien qu'Israël et les États-Unis sont liés, parce que quand Bush est arrivé après 2001, enfin soi-disant les attentats du 11 septembre, pardonnez-moi, je veux pas. Et bien il a dit tout de suite, il a dit faut lutter contre le terrorisme, je vulgarise, mais c'est ça, ce sont les Arabes.
ce sont les Arabes. Et qu'est-ce que fait Israël en ce moment? Le porte-parole d'Israël on l'a dit d'ailleurs. Il a dit nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche les vrais terroristes, les chefs militaires, etc. Ils en ont tué un d'ailleurs, Ahmed Jabari. Ils ont réussi à force de tirer partout. Même dans les maisons des familles, forcément, tu finis par tomber sur le gros gibier. Et du coup, voilà. Donc, moi c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est très dérangeant, c'est qu'ils vont mettre en avant le fait que le Hamas, le Hezbollah sont dans des organismes militaires non étatiques, alors que le Mossad, qui organise pas mal de trucs, et là je citerai Yannick Desnoël qui a travaillé là-dessus, sur l'histoire du Mossad et les guerres secrètes du Mossad, les crimes sont peut-être plus... on n'en parle pas. Mais ils sont tout aussi dangereux. Puis aussi le fait que les États-Unis passent toujours leur veto lorsqu'il s'agit de condamner Israël, lorsqu'Israël enfreint les résolutions de l'ONU. On peut voir ça sur Wikipédia, on voit toute la liste des vétos américains et de voir pourquoi ils l'ont fait. Et systématiquement, en tout cas pour une grande partie, c'est parce qu'il y a eu un dérapage entre guillemets d'Israël. Et puis, de toute façon, il faut comprendre par rapport à Israël que c'est un pays qui, effectivement, il me semble qu'il a intérêt à la guerre, puisqu'on voit qu'en tout cas, il a systématiquement étendu son territoire au lendemain de guerre. Donc, je crois que c'est un État qui, déjà, son histoire est quand même basée sur de la colonisation. Et en plus, cette colonisation s'étend, est favorisée par des guerres. Et étant donné que ces guerres sont appuyées par les États-Unis, tu le rappelles, etc., en fait, effectivement, souvent l'issue est claire d'avance et on sait qu'Israël va gagner. Et donc, ça permet à Israël d'étendre son territoire. Donc, c'est un pays qui a intérêt à la guerre, quelque part. Et donc, on pourrait dire, voilà, prix Nobel... on voit que, étant donné que nous sommes du côté occidental qui soutient ça, c'est ce que je disais au départ, c'est que c'est une preuve que nous sommes plutôt dans un pays, dans un bloc qui participe à la mouvance sioniste. Eh bien, c'est parfait. Juste petite précision avant de... Je crois que j'ai dû dire tout à l'heure qu'il y avait eu 500 morts palestiniens, je crois. Enfin, depuis les débuts, c'est 150 morts. Je me suis trompé, j'ai regardé les chiffres, je me suis trompé. Donc, on est à 5, je crois, pour le côté... Enfin, bref. En tout cas, il y a un rapport le fossé est important. Je veux dire, 5 Israéliens... Les méthodes ne sont pas les mêmes des deux côtés. Mais bon, ça, c'est les chiffres officiels. C'est ça, parce que j'ai vu un débat entre Elisabeth Lévy et Clémentine Autain. Alors donc disons israélienne et puis l'autre plutôt pro-palestinienne. Et d'ailleurs faut voir l'hystérie d'Elisabeth Lévy. Faut regarder ce débat. Et donc je crois que justement c'est Clémentine Autain qui relevait les chiffres en effectivement mettant en évidence la dichotomie quoi. D'un côté je sais plus 5 morts. Voilà c'est ça la disproportion. D'accord. Alors, on a parlé de l'ONU depuis le début. T'en penses quoi, toi, Nico? Non, mais ce n'est pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je vous pose les questions pour me faire mon opinion. Je vous ferai en conclusion un petit résumé. Okay. Une note. Non, moi, ma question suivante, c'était sur l'ONU, justement. On a dit comment faire sans armée, et a priori c'est pas possible, ne serait-ce que parce que, voilà, je vais vous donner un petit peu ce que j'en pense, puisqu'effectivement il y a Israël par exemple, donc Israël on va pas lui dire ce qu'on a à faire, donc c'est un exemple, tous les pays on va pas leur dire ce qu'on a à faire, ils sont souverains. D'un autre côté il y a du terrorisme, il y a des organisations mafieuses de par le monde, etc. Il se passe plein de choses, donc du coup a priori d'après vous c'est difficile de ne pas avoir je vais y arriver, d'armée, voilà, d'armée, que ce soit de l'air ou de terre ou vous avez parlé des sous-marins, de la mer. Même, qu'on appelle ça Internet, même... Oui, la cyber-guerre. La cyber-guerre, c'est-à-dire ça... Alors, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que ce serait pas... est-ce qu'il pourrait pas y avoir une armée de la paix? Alors, ça existe plus ou moins avec les casques bleus, mais finalement... Faut qu'on arrête avec les oxymores, j'en ai marre. Qu'on arrête avec les oxymores. C'était quoi la morale laïque, mariage homosexuel, maintenant c'est l'armée de la paix. On va trouver un groupe de paix qui soit armé. Mais oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut pas... est-ce que c'est pas le rôle de l'ONU? Est-ce qu'on peut pas supprimer, admettons... Ça marche pas. Le but tu parlais par exemple, Marc, et après je te laisse la parole, Marc. Tu parlais de... Tu parlais de l'Amérique gendarme du monde. Est-ce que c'est pas plutôt le rôle de l'ONU? Et finalement, voilà, est-ce que qui tient l'ONU?
Et puis qui l'ONU, tient- son rôle, c'était de prévenir les guerres et de les empêcher et d'empêcher qu'il y ait... Bon, ça fait combien de temps l'ONU? C'est 45, non? 40, quelque ouais, chose- je- ouais, Oui, quelque c'est chose l'issue comme de la ça. Seconde Guerre mondiale. Est-ce que bon, on a du recul, on peut faire un bilan? Ils ont empêché les guerres, l'ONU, ou comment ça... Bah, Il le n'y a problème- jamais eu non, tant mais de guerres justement, depuis qu'il y a l'ONU. quoi. L'ONU, non, c'est comme le devoir de mémoire. On en reparle tout le temps, on fait des émissions, on fait des rapports, mais c'est quelque chose C'est qui bien, part ça fait vivre l'émission. L'Organisation des Nations Unies, c'est censé être un truc qui doit parler. C'est-à-dire que voilà. Sauf que le seul souci, c'est qu'en fait, il se pose la question, ce qu'on fait, de comment essayer de garder de la paix sans donner des ordres. Ce sont des conseillers, ce sont pas des mecs qui vont... Enfin, au sens général, ça devrait être des gens qui devraient conseiller, voilà. Eh bien, on se rend compte qu'ils ne font que conseiller. Alors, les casques bleus n'ont servi à rien, par exemple, souvenons-nous, quand Chirac entrait en mandat et qu'il y avait l'implosion de l'ex-Yougoslavie. Il y a eu un tas de trucs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que des casques bleus ont été envoyés, ils se sont fait capturer. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune force. Ce ne sont pas des militaires. Ils sont armés, interdiction stricte d'ouvrir le feu. C'est-à-dire, c'est comme si, je sais pas, tu avais un musicien qui était là et qui dit bon, t'es musicien, mais surtout tu joues pas de batterie, ou joues pas de musique. Ou, tu vois. C'est encore un oxymore. C'est-à-dire que ce sont des militaires qui n'ont pas le droit de tirer. Ils sont juste là pour faire pour garder la paix. Et on voit que ça sert à rien en Afghanistan, etc. Ils sont tiraillés. Bref. Ça ne sert absolument à rien. L'ONU est censé garantir. L'ONU, c'est lui qui donne le tampon. C'est quoi. lui qui donne voilà. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? Il a donné le tampon dans quoi? Et comment est-ce qu'il y a des voilà, si l'ONU était vraiment concernée et n'était pas dirigée par des élites qui ne servent pas les intérêts des personnes, des peuples qui sont les plus opprimés, et voilà, Organisation des Nations Unies forte, alors on va dire ça comme ça, des Nations Unies occidentales, on va dire ça comme ça, parce que si l'ONU avait vraiment dû faire son boulot, si on peut appeler ça comme ça, il y aura peut-être des casques bleus des gens, tu vois, la bande de Gaza, tu vois, juste là déjà, il y en aurait déjà. Au niveau du Jourdain par exemple, parce qu'on sait très bien, j'avais fait une chronique là-dessus, ça m'avait valu d'ailleurs d'être taxé d'antisémite, mais bon, que les insultes passent, bref, le train de ces injures roule sur le rail de mon indifférence, pour citer le grand détournement. Eh bien, on voit très bien que y a là, le Jourdain est pris, il y a plus de ressources en eau, etc. C'est-à-dire que ce sont même plus des guerres. Ce sont même plus des guerres militaires. Tu vois. Alors c'est quoi la réponse? C'est donner plus de place aux pays qui ne sont pas actuellement, qui n'ont pas leur Non, place dans c'est-à-dire l'ONU, que c'est supprimer les vétos, C'est arrêter l'internationalisme. Voilà. D'accord. C'est qu'on laisse les peuples Après, disposer d'eux-mêmes. Je suis pas contre un truc international, mais qui soit vraiment international. Parce que là, en fait, c'est purement pas marcher. nordiste. Parce que lorsque les peuples, ça peut pas Maxime, marcher. lorsque les peuples, si ça pouvait marcher, ça serait pas mal. Ouais. Il y a un truc qui dit qu'il y a des conseillers d'en bas qui ont les mêmes pouvoirs que les conseillers d'en haut. Si c'était un truc comme ça. Ouais, donc c'est Ça, pas international si chacun non, mais je à veux niveau dire, local a son Alors, pouvoir. Non, pas- Maxime, comment mais est-ce que je tu suis- expliques qu'on Ouais. puisse, après je te redonne la parole Ouais. Marc, mais Compris. Maxime, comment est-ce que tu expliques, dans ce cas-là, avant, lorsqu'il n'y avait pas d'internationalisme, il y avait quand même des guerres. Bien sûr, toute mais l'histoire. comme Donc est-ce que ça réglerait le problème? Puisque tu nous soumets cette proposition. je pense que ça pourrait d'une part éviter des guerres aussi meurtrières, enfin des guerres globales, des guerres mondiales. Et puis dans le contexte actuel, s'il y avait moins de mondialisme, d'internationalisme, la France serait pas aujourd'hui en Libye. La France serait pas soumise à des intérêts étrangers qui sont pas les siens. Je pense par exemple justement aux intérêts sionistes, puisque faut savoir que la faillite de PSA, enfin les licenciements, etc. qu'il y a eu là récemment, c'est directement à relier avec ça, parce que je crois que un des principaux débouchés de PSA, c'était l'Iran justement. Et suite en fait à toutes les tensions diplomatiques qu'il y a pu y avoir entre l'Iran et les pays occidentaux, otanesques et compagnie, la France en fait, PSA a été contraint donc ça lui a bloqué ses débouchés. C'est-à-dire que pour des raisons géopolitiques qui ne sont pas dans l'intérêt de la France et des Français, un grand groupe français, PSA, a dû changer sa politique commerciale. Mais et ça PSA est un groupe privé et la France c'est un État, donc comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase ça s'appelle le lobbying, oui, mais comment empêcher PSA, excuse-moi d'aller au-delà, mais PSA, groupe privé, fait ce qu'il veut. La France aurait beau être fermée sur elle-même. Si PSA veut aller chercher des parts de marché en Iran... Mais ça, c'est en principe. Voilà. Tu sais, bien sûr, non, mais sur le papier, c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais c'est comme... Et dans la tu sais que la République interdit les lobbies.
Aux États-Unis, les lobbies, c'est autorisé. En France, il doit rien avoir entre les enfants de Marianne et la République. Donc tous les lobbies sont interdits théoriquement. Sauf que bon, voilà, après il y a la théorie puis il y a la réalité quoi. Donc PSA non a été contraint parce que bon il y a des histoires je sais pas après exactement ce qu'il peut y avoir en sous-main, mais toujours est-il que PSA a été contrainte de fermer ses débouchés en Iran pour des raisons géopolitiques qui ne la concernaient pas, et donc il y a eu des licenciements qui s'en sont suivis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des ouvrières de PSA qui ont été licenciés à cause du sionisme. C'est ça en fait quand on fait l'analyse globale. Marc, tu souhaitais réagir? Oui, alors je n'ai pas étudié la question, donc l'association du sionisme et de PSA, je peux pas dire si c'est vrai. Là, il y a vraiment des vidéos sur. Il y a des extraits ça s'est dit à la télé, hein, je me souviens plus exactement les noms, ça a été dit plusieurs fois, et pas forcément par les intellectuels dissidents, sulfureux, machin. Ça a été dit sur des plateaux télé. Oui, après je souscris au fait quand on dit que des fois des fermetures de quelque chose, ou des arrêtés municipaux, ou des arrêts de boîte, ou un stop d'activité, ça soit causé par des raisons purement externes qui en somme n'auraient pas vraiment de lien si on en suit vraiment le truc. Mais après, je me souviens plus si tu avais une question, Nicolas. C'était en fait en quoi l'internationalisme, parce que du coup j'ai pas complètement répondu. Je parlais de l'ONU notamment. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que avant qu'il n'y ait pas d'internationalisme, il y avait des guerres. C'est vrai. Mais les États étaient purement renfermés sur eux-mêmes. Et c'est ça qui expliquait qu'il y avait des guerres. Avec la mondialisation de l'économie qui a débuté, donc là il faut citer le livre de Werner Sombart sur la vie économique. C'est né en Flandre dans le XIIe siècle, et ça a suivi son cours, mondialisation, etc. Et du coup, l'extension des moyens financiers, des techniques financières et des techniques de production a amené à la destruction des frontières. Parce que d'ailleurs, les frontières, ça pose énormément de problèmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, que ce soit en Iran, au Liban, enfin bref, ça pose un tas de problèmes. Sauf que l'internationalisme, ça cause deux choses. Alors si... là je citerai des textes de Karl Marx qui sont très visibles et dont on ne connaît pas forcément le truc. Il dit l'internationalisme c'est bien, il faut un gouvernement international, etc. Mais ça va causer, ça va arrêter l'État, la nation. Il n'y aura plus cette vision-là, ce qui va amener à une destruction des cultures et des peuples. Et c'est ce qui est en train légèrement de se passer. Ouais. Et c'est ça qui renforce encore plus, parce que là on est dans une recherche de quête d'identité. De quête de respect, de culture à respecter, d'histoire à respecter. Et du coup, on n'arrive pas à trouver, l'humanité n'arrive pas à trouver son équilibre. Alors, est-ce qu'on faut être plutôt anti-internationaliste et se dire, à chacun, moi je suis dans mon petit chez moi, il faut surtout pas ça. On voit que ça a amené aux guerres. Si on est internationaliste, on va se dire, ouais, mais alors, où sont la place des peuples là-dedans? Donc, il faut trouver un juste consensus. Qui n'est pas facile forcément à trouver, mais l'internationalisme, chose est sûre, et chose que même Marx dit pourtant pour un internationaliste, et dont Werner Sombart lit très facilement avec les intérêts sionistes de la destruction des États-nations pour établir un gouvernement international en Israël, parce que c'est vrai que l'Israël bénéficie d'un traitement de faveur réel, que ça soit des personnes qui passent à la télé, qui sont comme vous et moi, avec l'intellectualité en plus et la culture en plus, le disent. Donc c'est pas être dissident que de dire ça. Mais voilà, donc là ça revient à la question de la démilitarisation. Qu'est-ce qui cause ça? Le recherche de l'État-nation, l'internationalisation, du coup, elle est un peu caduque, il n'y a pas d'unité. Parce qu'internationalisation, ça voudrait dire peut-être unité. On voit que tout le monde se renforce, y a un peu, on a quand même de l'armement, ça tend à remonter. Donc, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de mouvant qui, à mon avis, il va y avoir 2013 selon les textes de Edgar Cayce par exemple, c'est l'année de la transformation, parce qu'on passe d'une année du Verseau à une autre année, et 2013 c'est pas le siècle de la malédiction, ça serait l'année du changement, ou bref. Alors on verra bien ce que nous disent les énergies et les spiritualités sur ça, et on verra bien ce que la géopolitique nous dit.
Mais alors du coup, je ne sais plus ce que je voulais te demander, donc est-ce que Maxime souhaite réagir ou pas? Non, juste peut-être sur la question de l'internationalisme, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, quand je dis moi que je m'oppose au mondialisme, ça sous-entend pas que je suis pour l'autarcie. Souvent les gens confondent. Bah, du coup, tu réponds à la question que je Voilà, souvent les gens confondent protectionnisme et autarcie, ce qui est pas pareil. Autarcie, c'est la Corée du Nord, quoi. Bon, ils sont complètement fermés sur eux-mêmes et ils ont pas d'échange avec l'extérieur. Tu penses qu'au finalement on a été trop loin dans la mondialisation? Je pense que dès lors qu'on cherche, c'était bien quand on communiquait, qu'il y avait il y a ceux qui ont envie de communiquer, ceux qui n'ont pas envie. Et finalement, il y avait une sorte de compromis entre les deux, et que maintenant on va trop loin peut-être. C'est certain qu'on va trop loin parce que on oblige des pays qui ont des cultures différentes, qui ont des structures économiques différentes, qui ont une démographie différente, une situation géographique avec des ressources, enfin bon, vraiment tout un tas, en fait des pays qui sont différents de tout point de vue. On les oblige à se mettre d'accord et à harmoniser leur politique sur des sujets fondamentaux. C'est pas possible, ça marche pas. Et on voit que dans le même temps, ce processus de mondialisation, en termes de pouvoir, ça se traduit par une perte de souveraineté du petit et pour au contraire un pouvoir absolu pour une entité supranationale. On voit l'Union européenne aujourd'hui. On voit que quand hier le président de la République était au sommet de l'appareil d'État, parce que c'est d'ailleurs ce qui est prévu par les modalités de la Ve République, hein, théoriquement, le président de la République, c'est le sommet, il n'y a rien au-dessus. Ouais, c'est une pub, ouais, forcément. Ça, c'est le matraquage publicitaire qui fait son effet. Et on voit qu'aujourd'hui, le président de la République, il est en dessous des commissaires européens, en dessous du président de l'Union européenne, Van Rompuy, et qui finalement prend sa feuille de route auprès d'eux et est obligé d'appliquer cette politique. Mais est-ce que eux, c'est pas lui aussi? Puisque lui participe à la nomination des autres. Ouais, mais ça crée encore des stades. C'est-à-dire que pareil pour l'ONU, on envoie des émissaires. Oui, non, mais je veux dire, à force de créer des stades, c'est-à-dire des paliers, plus la hiérarchie est complexe, plus elle est grande, et plus il y a un espace important entre le petit, nous, et les gens qui prennent les décisions pour nous. Plus l'espace décisionnel est réduit, c'est ça que tu veux dire. Oui, il a grandi. Oui, pour nous, notre potentiel de décision se réduit parce que il y a un fossé encore plus grand entre ceux qui décident et ceux pour qui on prend les décisions. Nous, et alors en quoi l'État est la bonne échelle pour avoir une armée, par exemple, puisque c'est plus ou moins ce que tu parce que je pense que la nation, je pense que l'État-nation, c'est historique d'avoir ça. Voilà, je pense que l'État-nation est historiquement le modèle le plus cohérent, c'est-à-dire le suffisamment grand pour peser et en même temps suffisamment, enfin pas trop pour pas non plus grand pour s'opposer, Maxime aussi. C'est ça, c'est ce que je disais. Non mais après évidemment il va y avoir des. Alors qu'est-ce que tu préconiserais? Justement, j'ai pas la solution. Je te dis juste que parce que moi ce que je remarque c'est que si on est en dessous de l'État-nation, si on est en dessous de l'État-nation, moi il me semble, si on est en dessous de l'État-nun, c'est l'autarcie. On ne pèse pas dans la politique, on ne pèse pas. Ça, d'accord. Voilà, donc il faut quand même être un ensemble. Je pense qu'il faut être, pour être une société qui fonctionne, faut qu'il y ait quelque chose, un ciment, quelque chose qui fédère, des intérêts communs, une langue commune, une histoire commune, des valeurs communes. Et on voit, moi ce que je vois à travers l'histoire, c'est que l'État-nation est le modèle qui était le meilleur compromis, même si c'était pas parfait, hein, qu'il y a eu des guerres civiles, on a des régionalismes, en France on peut avoir la Corse, on peut la Bretagne, les Bretons, voilà, les Bretons même d'une certaine manière, bon, voilà. Donc, je pense, malgré ces quelques failles qui prouvent d'ailleurs que de toute façon aucun modèle n'est idéal, quoi. Mais que, à mon sens, c'est le modèle le plus cohérent, le plus pertinent pour peser et en même temps pour être, pour permettre à chacun de s'épanouir dans un ensemble sans être opprimé, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Alors effectivement, tu dis toi-même, c'est un modèle qui n'est pas idéal, mais c'est vrai que au-delà de la France, il y a plein de cas d'États-nations qui sont en conflit à l'intérieur de leurs terres. Alors il y a l'Afrique évidemment, hein, puisque l'État-nation en parlant de l'Afrique, puisque les frontières ont été créées depuis l'Occident, comme on voit c'est tout carré. Et d'autre part, une remarque peut-être sur laquelle vous réagirez, il y a des États qui sont
qui ne sont jamais de la même taille. Donc est-ce qu'il y a une question de poids en fait derrière ce que Ah, vous mais dites? je parlais pas moi, derrière forcément. Tu sais, derrière l'État-nation qui l'État-nation, serait le plus l'État-nation, à même pour si tu veux parler de la superficie Ouais, du c'est territoire, autre il y a- chose. la il y a- superficie et le poids. je parfois pense que le identiques. poids. regarde, Attends, ouais. regarde la Suisse. C'est un tout petit pays, pourtant l'armée suisse, là, c'était Regarde le les Suisse du les Vatican, anciens, c'est c'est pas- les Teutons, je crois. Enfin, l'armée suisse, attention, ça rigole pas. Bah, Et c'est pourtant, elle c'est qui un est, tout petit pays. C'est pour ça qu'on parle du garde suisse des Vatican. Donc Enfin, garde voilà, suisse des c'est Vaticans. pas la superficie pour Ça n'a moi rien n'a à pas voir. grand chose à voir. C'est pareil. Tu peux avoir un tout petit pays super riche au niveau Oui. sous-sol et puis un grand pays où il y a que Ouais. dalle, où il y Ouais, a voilà. un désert. Voilà. Même où il y a des trucs où on peut pas exploiter, on peut voilà. pas exploiter, comme la Russie par exemple. Mais la question de la grandeur du territoire, ça, comme dit Maxime, ça veut rien dire. Regarde le Non, Japon. c'est parce qu'il parlait Regarde le Japon. d'une échelle idéale pour constituer une armée. Je en parlais d'une échelle sur le plan de la structure, mais enfin pas du point de vue de la fait. superficie. De l'identité nationale. Voilà, je pense de Avant ce sens. débat. Non, mais ce bon, n'est oui, pas enfin, la question du jour. En tout cas, là, oui, la question du territoire, ça ne renvoie en rien à la puissance, à la puissance militaire. Et de toute façon, les territoires sont exploités différemment. Je veux dire, si Paris, on devait sélectionner un gros pôle, ça serait Paris. Si la Chine, on devait la choisir, ça serait la Chine de l'Est. Enfin, tu vois, la Russie, ça serait Moscou. Oui, donc il y a le centre et sa périphérie Il qui y sont a ensemble. il y a le pouvoir Bah, et sa périphérie. Le territoire n'est jamais homogène. Voilà. Il y a toujours des disparités. de La grandeur du territoire. pays ne fait rien. Je veux dire, quand on avait dit que la Russie, au départ, c'est le bulldozer, on l'appelait, hein, bulldozer, le rouleau compresseur, pardon, pour moi, russe, on voit très bien que les Allemands sont arrivés, puis ils ont marché. Bon, après, à un moment, ils se sont fait stopper à Stalingrad par des erreurs géopolitiques d'Hitler, parce qu'ils ont voulu récupérer des stocks de pétrole, parce que le pétrole commençait à manquer, et puis du coup, ils sont repartis à Stalingrad. Et bref, c'est voilà. Donc, bref, en tout cas, je pense que s'il n'avait pas fait ça, la Russie aurait été conquise. Pourtant, et là, on parlait vraiment de ça. Mais ouais, l'échelle, de toute façon, ouais, comme dit Maxime, juste pour conclure, un tout petit pays peut être extrêmement puissant, à la fois sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique, et géopolitique. Tu vois, Israël, c'est pas plus gros que allez, mon ongle sur une carte, un planisphère, c'est minuscule. Mais regarde la puissance générée. C'est-à-dire que si on faisait un pôle de... Le rayonnement si on mondial, faisait le rayonnement mondial. comment on appelle ça les les anamorphoses, cartes, là, c'est ça. ouais, c'est ça. Si on faisait une anamorphose du pays de l'ancien empire ottoman, ça ferait un pôle macrocéphale, quoi. Tu verrais la puissance générée par ce tout petit État pour certains, pas pour d'autres, hein, évidemment. Mais bon, donc la question du territoire est à prendre en considération d'un point de vue, je dirais, des ressources peut-être. Mais donc on le voit, il y a toute une question autour des territoires et est-ce qu'ils existent, sous quelle forme ils existent, par exemple avec le cas d'Israël, qu'est-ce qu'on considère comme un État aussi. C'est vrai que c'est pas, hein, on a beaucoup de... C'est pas facile. Ah, voilà. Ça renvoie au droit international, ça renvoie à tout ce nous on ne pourra jamais comprendre vraiment parce que des trucs nous sont cachés et des trucs je veux dire, à notre niveau c'est impossible. Soit on baigne dedans et on comprend, mais alors on doit la boucler ou voilà. Donc c'est une question très large et bon, de toute façon tout débat renvoie au territoire, je pense. D'accord. Alors, comment faire en sorte qu'il y ait une paix mondiale dans ce cas-là, avec tout ce qu'on a vu là? Est-ce que vous avez des pistes, si ce n'est des solutions? Je te sens chaud, Maxime. Ouais, enfin, Voter c'est une Chavez, question c'est ça qui est. Hein Voter de Chavez. Ouais, non, là, je pense plutôt à Guénon. Ah oui, le toi, j'y pensais en plus, traditionnalisme j'y et pensais en plus. l'explication de certains intellectuels, ces explications qui pour nous semblent assez étranges avec notre culture moderne, matérialiste. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de se pencher dessus. Pour eux, si aujourd'hui l'Occident, l'Orient se font la guerre, si on voit autant de violence entre les hommes, c'est que nous sommes en fait à la fin d'un cycle. Pour toi, c'est purement Orient-Occident? Je pense que Parce qu'il y a une. C'est la ligne Il définie. y a quand même une. Ouais, Non, mais mal, je pose la ouais, question à ouais, Maxime. Hein, je pour crois que que ce soit ouais, il y a clair quand même dans quelque chose raisonnement. avec Occident-Orient quand même. Hein, on voit que il y a des blocs qui sont de vision occidentale d'ailleurs. Ouais, du Nord. et c'est l'Occident qui est à l'origine de cette perturbation. D'ailleurs, quand on prend l'étymologie du mot Occident, ça vient d'oxyder. Enfin, c'est un terme qui veut dire justement de décliner, dépérir, contrairement à Orient, au contraire, qui veut dire quelque chose comme émerger.
Donc c'est-à-dire que même l'étymologie vient en renfort, en argument quelquefois. Et donc progressivement, en fait, les hommes se sont coupés de certains principes transcendants, de certaines traditions qui leur permettaient en fait de parvenir à un certain équilibre qui est forcément corrélé à quelque chose de fixe, de durable, qui n'a rien à voir avec l'effet de mode, qui n'a rien à voir avec le changement permanent. Il faut quelque chose de fixe, de durable, avec des principes spirituels, métaphysiques qui permettent à tous les individus qui composent la société en fait de marcher, d'agir local mais de penser global en fait. Et c'est ça qui donne une certaine cohérence et qu'on pourrait aussi appeler identité nationale quelque part. Et que progressivement, le matérialisme s'étant développé, déployé au détriment du spirituel, ça donne en fait la société inverse de ce que je décrivais, de la société traditionnelle, c'est-à-dire une société finalement individualiste. Hein, les gens, parce qu'ils ne sont plus connectés, il n'y a plus de but commun. Les gens fonctionnent pour eux-mêmes. Ils pensent d'abord à leurs propres intérêts et leurs propres intérêts passent souvent par... ça se fait au détriment de l'autre. Donc il n'y a pas de vision commune. On est dressés d'ailleurs pour ça, nous dire qu'en fait on est les meilleurs. L'Oréal parce que tu le vaux bien. Pas de pub. Voilà, bon, Faut citer les autres. Ouais, 3 marques. Et qu'en fait, ça, bon là c'est à l'échelle des individus, mais des sociétés qui sont composées d'individus, ou je veux dire la religion de cette société entre guillemets, c'est ça donne notre Occident, voilà, un peu décadent, très belliqueux, très arrogant, très vindicatif. Et je pense que pour avoir la paix, faudrait qu'on renoue, je pense, avec peut-être ces valeurs traditionnelles. C'est pour ça que c'est là peut-être ma cohérence. Alors il y avait pas de guerre quand il y avait des valeurs traditionnelles. Alors si, bien sûr, si, voilà. c'est vrai. Il y avait des guerres, mais peut-être pas à ce stade. Et puis Peut-être pas à ce stade parce qu'il n'y avait pas aussi le développement de maintenant, Maxime, c'est pour ça. Oui, mais alors, mais pourquoi? D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est l'Occident qui met des branlées partout. C'est-à-dire que globalement, militairement, c'est l'Occident qui est dominant sur le plan militaire. Précisément parce que ça renvoie à ce que je disais, c'est que une société qui se matérialise, finalement, se développe. Je parlais des différentes manières de développement pour une civilisation. Et une société antitraditionnelle qui s'axe uniquement sur le matériel, ça donne effectivement un développement de la technologie et des armes. Donc vous avez d'un côté des sociétés traditionnelles qui étaient plutôt dans la contemplation, qui étaient plutôt dans le spirituel, qui effectivement n'ont pas eu cette recherche et développement pour l'armement. Et de l'autre côté, vous en avez eu les sociétés occidentales qui, elles, par contre, ont mis plein gaz là-dessus. Et donc forcément, il y a une supériorité militaire. On a d'un côté des sociétés de l'action, de l'autre côté des sociétés de la contemplation. Et voilà, maintenant c'est sûr que si, même dans les sociétés traditionnelles, il y avait des guerres, il y avait... mais je pense qu'elles étaient... parce que je suis pas non plus... je suis pas non plus non-violent, quoi. C'est-à-dire un monde sans guerre, sans violence, je pense que ça n'existe pas. Je pense que même il y a eu ça n'existera pas. Ça n'existera pas, voilà. Et puis qu'il y a eu dans certaines sociétés, une certaine violence était valorisée. En Occident, ça pouvait être les duels. Il y avait une certaine... il y avait des valeurs qui étaient rattachées à cette violence, comme l'honneur, comme le courage. C'est un duel qui a d'ailleurs valu la mort d'Henri II. Je suis pas j'ai envie de faire une précision. Comme ouais, ça. Et par exemple au Japon, les samouraïs, va dire, enfin bon, maintenant c'est terminé, mais je veux dire, là en fait on pense avec notre logiciel de pensée occidental moderne, voilà. Mais c'est pas compatible par exemple avec un samouraï qui lui était prêt à se suicider si il commettait un échec ou quelque chose comme ça. Donc je pense que tout ça dépend aussi des représentations qu'on peut avoir, du rapport à la mort, du rapport à l'honneur, au courage, les guerriers spartiates. Bon, c'était, je pense, aussi une autre mentalité, et que peut-être ils voyaient pas en la guerre quelque chose de fondamentalement mauvais. Donc là, c'est une piste de réflexion philosophique que j'ouvre. Voilà, c'est faut-il condamner systématiquement la violence, voilà. Même l'Église, on peut rajouter. Je veux dire, l'Église, il y avait des guerres de religion qui étaient faites pour purifier, entre guillemets. Donc là, c'était forcément, pour l'Église, c'était pas vu comme quelque chose de mauvais. Je pense à certains fantassins, certains héros de guerre qui étaient prêts à mourir pour une cause et qui
c'est presque qu'ils mouraient avec joie, quoi. Mais c'est un truc qui est tellement éloigné de Bah, ouais. citons les mecs de Pearl Harbor par exemple, c'est plus récent. Ouais, mais, voilà, bon, sauf que les mecs, fallait quand même qu'ils picolent un petit peu pour se J'avais lu un truc décrisper. là-dessus d'ailleurs, apparemment il leur faisait bouffer du pain. Non, ils prenaient des graines de seigle et apparemment le seigle ça a une vertu. Ils emmenaient les mecs, ils leur faisaient bouffer ça. Et puis en fait, les mecs au front en France par exemple, bah ils arrivaient au front complètement à l'ouest quoi, sous substance. Ouais, bah c'est Et, bien, ça leur permet. C'est plus vraiment des humains, quoi. Je veux dire, faut les mettre dans un état second pour Enfin, en même temps, mon qu'ils époux, puissent. mec, Non, mais je pense que c'est aujourd'hui, c'est aussi cohérent par rapport à ce que je disais quand je parlais de la société déspiritualisée. Dans une société où on croit pas à l'après, c'est-à-dire à la vie après la mort ou ce genre de choses, effectivement, on tient à tout prix à sa vie ici-bas et pour rien au monde, on irait mourir. Alors que pour certains, la mort était une délivrance. Enfin, je sais pas, le vrai du faux, tirer le vrai du faux dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est que. Alors comment on explique qu'il y ait autant de combats alors dans ce cas-là si la vie est si importante aujourd'hui? Bah, pour des raisons de pouvoir sans doute, De pour rivalité des raisons de géopolitique, et ces raisons-là qui sont constantes dans l'humanité depuis la jeunesse de l'homme, quoi. Alors, question. Oui, d'accord, il y a le studio Le qui micro parle. qui est en train de nous lâcher, le pauvre. Voilà. Ça y est, il est mort. Heureusement que je l'ai pas pris. Oui, donc une question que Hugo m'a chargé de vous poser. Alors du coup, est-ce que... voilà, hein, il a préparé l'émission un Il petit nous peu. espionne. Non, il nous espionne pas. Non, il est beaucoup trop occupé. Et la question que Hugo voulait vous poser, c'est tout simplement à quand la Troisième Guerre mondiale, du coup, puisque vous ne semblez pas croire à la démilitarisation. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle guerre mondiale? On parlait tout à l'heure des conflits d'État et le fait que la mondialisation nous menait peut-être c'est ça qui créait les conflits internationaux, mondiaux. On a pris l'habitude de parler de Première Guerre mondiale, de Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on va vers une Troisième Guerre mondiale? Oui. Selon vous, est-ce que le nucléaire pas- peut l'empêcher? Comment? Non, justement. Là, s'il y a une troisième guerre mondiale, ce qui arrivera malheureusement, mais certainement, bah, ça sera destructeur, ça sera chimique, quoi. Ça sera pas. Là, c'est fini, les mecs au front. Hein. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les armes qu'on a maintenant. Les trucs hallucinants qu'on a désormais. Tu penses aux armes bactériologiques, par exemple? Par exemple. Et bon, voilà, c'est des trucs maintenant complètement hallucinants qui te je vais trouver mon mot, qui te défonce une armée. Désintègre. Je voulais dire j'arrive pas à trouver, j'arrive pas. Désintégrer. Décime, voilà. Ah, décime, d'accord. Qui te décime une armée en deux coups les grosses. Mais en tout cas, alors si on prend là je l'avais déjà cité, le livre de Cheikh Imran Hossein que j'ai terminé depuis sur Jérusalem dans le Coran, qui nous dit selon le Coran que le prochain conflit mondial, le troisième conflit mondial, sera entre défenseurs du sionisme et anti-sionistes, qui nous dit que c'était cette opposition entre les peuples qui fera que à un moment Israël envahira tout, et que à cette période-là l'antichrist arrivera et qu'il aidera les peuples arabes à tuer l'entité, comme ils appellent là-bas l'entité sioniste. Et ça sera ce jour-là où la Troisième Guerre mondiale arrivera, parce qu'elle mettra en scène Orient-Occident. Et là, c'est une vision coranique du destin de Jérusalem. C'est exactement comme ça que ça s'appelle. Alors après, il y a eu déjà quelques étincelles qui ont été allumées. Je l'avais déjà cité, avec les bases de Cuba qui avaient été mises par Nikita Khrouchtchev. Là, on a cru pendant 8 jours le silence de Khrouchtchev après l'annonce de Kennedy. Écoutez, si vous enlevez pas vos armes, on arrive au prochain conflit, etc. Mais en tout cas, là, tout concourt à l'avènement d'une prochaine guerre, ça c'est sûr. Est-ce qu'on est dans une guerre froide actuellement ou... Guerre froide, je dirais d'à côté, oui, c'est une bonne question. Parce que bon, avant c'était l'Est et l'Ouest, là on est plutôt dans le Nord et le Sud, même si maintenant des puissances considérées comme du Sud s'intègrent peu à peu dans
dans la Chine, par exemple. Tu vois, je veux dire, économiquement, ça se rejoint. Donc, on est dans une guerre froide. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des. Je sais pas si on peut parler de guerre froide, c'est peut-être un peu anachronique, mais en tout cas, on peut peut-être parler de coalition entre des groupes qui se soutiennent, les Arabes contre les sionistes, souvent l'occidentalisation contre l'Orient. Là, on voit vraiment qu'il y a des processus qui s'enclenchent dans le développement qui font qu'il y a des oppositions entre les peuples. L'opposition, en somme, n'est pas naturelle, hein, et c'est un des premiers principes que j'ai retenu de Guénon. Et je remercie Maxime pour me la faire rencontrer, ce type. Merci Maxime. Ouais, des ouvrages quoi. Ouais. Ouais, voilà. Parce qu'il est mort depuis longtemps. Hein. Mais les remerciements à la fin, à l'after de l'émission. Voilà, et je me suis prolongé un petit peu là-dessus. Et alors évidemment qu'il y a un conflit. Et là, c'est pire que la guerre froide parce que là, il y a un deuxième acteur, c'est l'économie. L'économie, elle va être le moteur de tout ça. Là, je m'enlève de la vision de Cheikh Ramossen, qui dit justement que là, ça sera plutôt entre culture. Là, on est plutôt sur de l'économique. Mais alors, quand l'économique va rencontrer le culturel et le religieux, etc., là, ça va faire un cocktail légèrement explosif. Mais bien explosif. Et là, c'est là qu'on pourrait craindre. En tout cas, si un jour il y a une recherche d'un troisième gouvernement mondial, en Israël, ça serait là, selon le Coran, voilà. Mais l'économie, maintenant, fera que des peuples vont se révolter. Alors, soit ce sont les peuples qui se révoltent contre les élites qui ont mis ça en branle depuis X années maintenant, soit c'est une guerre qui va commencer dans l'ancien Empire ottoman et qui va se propager par coalition entre les peuples. Oui, il y a tout un cocktail réuni pour arriver là. Il manque juste la cerise sur le gâteau. Alors dans une guerre mondiale, il y aurait donc la plupart des pays du monde, c'est le principe même d'une guerre mondiale. Tu penses qu'il peut... c'est pas le principe. Non, mais enfin, je veux dire que c'est une guerre qui se passe à plusieurs endroits du globe. Oui, voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer, enfin, je veux dire, voilà, quels seraient les grands acteurs, je dirais, de l'Occident. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer des acteurs de l'Occident se taper dessus, ou est-ce que comment ça peut-être pas en Occident, mais de toute façon. Pour toi, c'est Orient contre Occident, mais ou Nord, malheureusement, si je peux appeler ça comme ça, Nord-Sud. C'est plutôt comme ça que je l'appellerais. Ou là, ça serait même plus Orient-Occident, ça serait religieux. Ça serait une guerre religieuse, quoi, entre la vision du Coran, la vision de. Et on peut pas croire donc en la diplomatie, en le fait de régler pacifiquement les problèmes. De toute façon, je vais te dire, si on croyait vraiment à la diplomatie, là justement, le sujet dont on parle depuis tout à l'heure, la démilitarisation aurait déjà eu lieu. Si on parle vraiment on se dit, bon, bah, c'est bon, on est tous amis, machin, mais comme le rappelle Maxime. Mais est-ce que c'est bon de continuer à vouloir, en tout cas pour les pays qui le font pour le moment, de continuer sur. Alors, Maxime dira certainement que l'Amérique ne le fait pas puisqu'elle est en guerre, mais est-ce que c'est quand même bien de continuer sur la voie de la diplomatie pour ceux qui l'ont entamé? Bien que ça marche sauf pas. que ces gens-là sont pas. Ça marche pas, mais est-ce qu'il faut continuer à faire la guerre? Voilà, c'est comme Maxime le dit. Ces gens-là sont pas puissants ou ils sont diabolisés. C'est le cas par exemple de Chavez et même d'Armaninejad en réalité. À mon sens, c'est quelqu'un de pacifiste. Mais c'est plus dans la diplomatie. Là, on parle des grosses organisations. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est qu'ils sont pas puissants. C'est-à-dire que s'il y a des pacifistes authentiques, ces gens-là sont décriés, sont montrés parce qu'on est dans une époque d'inversement des valeurs, d'inversement de tout. On marche sur la tête. Et effectivement, le type. Le type qui va faire la guerre, on lui donne le prix Nobel de la paix, et celui qui au contraire appelle à la paix et à calmer le jeu, etc., on lui dit c'est un va-t-en guerre, c'est un comment on appelle ça déjà, un type qui fait appel au peuple de manière démagogique, un populiste, ce genre de truc. Enfin voilà, bon, moi je pense que, enfin je sais pas si on ira dans une troisième guerre mondiale ou pas. En tout cas, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on voit qu'il y a certains signes. Moi, je trouve qu'on se trouve dans une période qui ressemble beaucoup à la période d'entre-deux-guerres, disons entre la première et la seconde guerre mondiale, après le krach de 29, où en fait on a la montée des extrêmes qui montent, sauf que à mon avis, s'il y a une troisième guerre mondiale, elle partira pas. L'épicentre, ça sera pas l'Europe, ça sera plutôt justement le Moyen-Orient. On voit qu'il y a déjà des blocs qui sont là, qui sont prêts. C'est un peu ta question aussi, savoir. Je pense qu'on a d'un côté les États-Unis avec leurs laquais dont nous faisons partie aujourd'hui via l'OTAN, avec Israël. Je
crois qu'il y a vraiment cet axe-là, de ce que Dieudonné appelait l'axe américano-sioniste, qui lui a valu d'ailleurs d'être poursuivi et compagnie. Mais je pense qu'il existe bel et bien cet axe. Ils ont des intérêts communs. Les États-Unis et Israël ont intérêt, je crois que les États-Unis et Israël aujourd'hui ont intérêt à la guerre. Israël, j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que c'est un moyen pour eux de prendre davantage de territoire. Et les États-Unis, c'est parce qu'ils sont en fin de course et que leur économie ne leur permet plus de vivre par eux-mêmes. Donc ils ont besoin, en gros pour caricaturer, d'aller voler ailleurs ce qu'ils n'ont plus. Donc ils ont intérêt à cette fuite en avant guerrière. Et c'est ce qu'ils font déjà en Libye, qui était un pays non endetté, en Irak, en Afghanistan. C'est déjà en fait ce qui se passe depuis plusieurs années. Et en fait je trouve qu'il y a, pour reprendre un peu cette comparaison avec la période d'entre-deux-guerres, c'est que de la même manière qu'on a vu Hitler monter, c'est-à-dire une forme d'extrémisme, c'est-à-dire un parti qui prenait la guerre, et ben là j'ai l'impression qu'on fait la même chose au Moyen-Orient. Mais c'est-à-dire que ça se passe exactement de la même manière. Parce que Hitler, quand on s'intéresse à l'histoire à peu près sérieusement et qu'on arrête de lire Kershaw et qu'on lit peut-être plus Anthony C. Sutton, qui parle de Wall Street et la montée d'Hitler, parce qu'il faut quand même savoir que Hitler a pu voir le jour et son parti a pu gagner autant de pouvoir, de puissance grâce à l'aide des Américains. Quand je parle des Américains, c'est d'une certaine élite américaine, à beaucoup de financiers qui l'ont financé, à la famille Rockefeller qui lui a permis d'être autonome sur le plan énergétique grâce à la Standard Oil. Donc ça, c'est ce que les entreprises comme Ford, ces gens-là ont financé Hitler, ont aidé Hitler à monter au pouvoir. Et ben je pense que et donc il y avait déjà cette crise de 29, c'est-à-dire qu'on était dans la même situation, on était dans une situation de déclin profond, de crise économique, et donc la guerre c'est le dernier moyen pour en fait de salut pour cette élite qui a plongé tout un pays tout un pays dans le chaos presque. C'est la dernière solution, c'est la guerre. Et là en fait de la même manière qu'on a fait monter Hitler pour en fait finalement fabriquer une menace pour justifier une guerre, on est en train de faire pareil au Moyen-Orient en remplaçant des leaders du monde musulmans comme par exemple Saddam Hussein, Kadhafi, qui on les aime pas, il n'est pas question d'idéaliser ou quoi, mais ce que je veux dire c'est que on les destitue pour mettre à la place ce qu'on appelle des salafistes ou des comment on appelle ça, des fondamentalistes religieux qui effectivement prononcent une haine assez virulente à l'égard d'Israël et qui d'ailleurs pour certains se réclament d'Al-Qaïda, ce qui est assez étrange quand on se dit que dans le même temps on a déclaré des guerres pour lutter contre Al-Qaïda. Donc d'un côté on lutte contre Al-Qaïda en faisant la guerre, mais dans un autre temps on les place à des postes clés, volontairement on les finance pour qu'ils puissent destituer des gens comme Saddam Hussein ou Kadhafi. Et en fait tout ça je pense est fait pour faire monter la pression, pour créer une menace réelle. C'est-à-dire qu'au départ on était juste un peu dans la paranoïa et du mensonge, de propagande pour dire Israël est un État qui est menacé en permanence, etc. Il y a des dangereux fondamentalistes extrémistes d'un islam radical, etc. Et là en fait on est en train de vraiment de fabriquer tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre au pouvoir des dingos qui en dernière instance vont représenter une menace réelle pour Israël. Et c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de créer ce climat de tension, et quand ça pètera, on dira on est obligé de répondre. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'Hitler est monté. C'est-à-dire qu'en fait, on a monté Hitler, qui a permis en fait ça a créé un prétexte pour faire la guerre. Et Hitler, en fait, je crois, dans toute cette histoire, a été un peu l'idiot utile de toute une manip qui s'est faite à ses dépens. Donc je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Marc, une réaction ou... Sur la question d'Hitler, beaucoup d'historiens te diront non, évidemment. Pas forcément. Faut lire le bouquin de Sutton, hein, toutes les sources, tous les documents. La mort étrange aussi de Sutton est quand même un élément, je pense, à prendre en compte. Non, c'est sûr. Non, il faut prendre. Je dis, comme je disais la dernière fois, il faut pas condamner les visions de ce. Ouais, moi je pense que Sutton a fait un gros travail et qu'il a raison, comme Douglas Reed, même s'il est diabolisé. Maintenant il est mort évidemment, mais je veux dire, en tout cas comme ses écrits le sont. Sur la question d'Hitler, il y a plusieurs choses. Je pense que évidemment le financement d'Hitler a permis à Hitler un petit soldat estafette pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fini
à l'hôpital pour une cécité due au gaz moutarde, etc. Et il a fini et d'un seul coup, il a été voir le Parti ouvrier, futur NSDAP, etc. Ouais, et puis c'est quand même il étrange est que ça monté. soit juste sur le charisme d'un homme. Voilà. Donc, Hein, donc je pense que Kershaw le dit d'un côté aussi. Il dit il y a aussi le charisme, mais il y a aussi une facilité des élites politiques. Alors évidemment, il ne cite pas les écrits de Sutton. Et il parle que de l'élite, Voilà. l'élite Politique, voilà. allemande, Voilà. voilà. Oui, Alors que les États-Unis sont oui. clairement impliqués là-dedans. Voilà, les Rothschild. Voilà, c'est pour comment ça il que je s'appelait dis Kershaw, Tout c'est ça renvoie à notre débat de la semaine dernière sur le rôle de l'historien Voilà. dans toutes ces histoires. Et bah le fait oui, qu'il y ait des ouais, visions moi qui je pense sont que différentes. Kershaw c'est soit un incompétent, soit un menteur. Non, je pense pas que ce soit un menteur. Je pense que. Alors c'est un incompétent puisqu'il oublie de mentionner quand Voilà, même Mais un beaucoup, financement majeur beaucoup, et ça change quand même beaucoup de oui, choses. Bien sûr. Non, mais je veux dire beaucoup. Et ce qui est curieux, c'est que Mais est-ce que nos les enseignants à oui. l'université nous imposent la lecture de ce bouquin. Parce Non, qu'en mais fait, ça- si on en parle, c'est qu'on a été obligé de le lire en Ça, histoire. c'est une liberté pédagogique que tout Oui, à mais, chacun mais bien a. sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est curieux que cette liberté C'est- pédagogique, oui. comme tu dis, les ait conduits à choisir ce bouquin. Oui. Mais ce qui est intéressant, Pourquoi c'est de pas voir- choisir celui de Sutton ce qui est intéressant, c'est de voir que certains étudiants comme vous ont été lire d'autres livres qui Et allaient plus voilà. loin, etc. Donc, Ouais, voilà. mais on représente une minorité. Le Sutton parle aussi de la révolution bolchevique de 1917 qui a éclaté. Enfin, il y a Ouais, plein d'autres trucs. Sutton, il explique aussi que les mêmes ont financé aussi le communisme. Voilà, parce que C'est- il y avait, c'est costaud aussi, ça, comme- faut- voilà, enfin, c'est aussi costaud, c'est vrai. Mhm. Donc certes, après, là, on va pas faire un débat là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs versions qui sont posées. Alors, dire que Kershaw est un incompétent, je sais pas, il est quand même un historien. Certes, il oublie de mentionner ça volontairement ou non. On Dire sait ça, pas. ça change toute On la sait- donne. Hein. mais c'est sûr que ça change la donne. Mais au final, le constat est le même. Il y a eu des morts, ça a opposé les Oui, voilà, Ouais, ça, mais- ça ne changera Je veux pas dire, ce qui s'est passé. Oui, Pourtant, mais je ça suis- peut nous je- aider je le lis pour en mieux ce comprendre moment. la situation, c'est bien de Oui. comprendre l'histoire. Bien sûr. Euh, Je suis Mais d'accord si avec toi. certains, enfin voilà, il y a des oppositions et vous l'avez soulevé vous-même dans cette émission, Orient-Occident, c'est pas en montrant la vérité sur ce qui s'est passé lors de la Non, mais c'est Seconde Guerre mondiale que l'on va réussir pour à- maintenant. Ah, si, et ça Faut le pourrait penser permettre pour de déjouer maintenant. les pièges. Voilà. Parce que si on connaissait cette histoire-là, mais encore une fois, j'ai dit, il y a l'histoire avec un grand H, mais est-ce que c'est celle-là? Je ne sais pas. En tout cas, celle-là, elle est quand même particulièrement cohérente. Et moi, je trouve je pense que c'est celle-là la vraie histoire, parce que c'est celle-là qui permet le mieux de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je dis, Oui, c'est exactement ce qui wow. se passe. On est en train de faire monter des fondamentalismes religieux, on est en train de créer le prétexte de guerre, et ceux-là même qui prévoient ça sont ceux qui ont exactement intérêt à déclencher une guerre. C'est-à-dire les Mais c'est ce que tu États-Unis dis est vrai, et on ne pourra Israël. pas l'éviter, donc ça change rien. Eh bah oui, mais je pense Puisque ces personnes-là cadenassent Mais- dans ton discours. Mais hein, oui, donc, parce que le discours que je tiens là est un discours minoritaire et que si les gens apprenaient ça à l'école, je veux dire, pourquoi ne pas apprendre ça plutôt que ce qu'on apprend traditionnellement en disant qu'en gros les États-Unis c'est le gendarme du monde. C'est-à-dire ce sont eux qui créent une majorité de guerre et qui créent des tensions. Donc c'est sûr, hein, si on est cuit comme ça à feu doux jusqu'au bac, où on apprend que l'ONU c'est génial, c'est pour la paix, Obama prix Nobel de la paix et qu'on regarde BFM toute la journée, c'est sûr qu'effectivement on se dit oh là là, en fait les gens s'intéressent pas suffisamment à ça. Et je pense que s'ils avaient connaissance des écrits de Sutton, et il n'y a pas que lui, hein, je veux dire, Oui, il y en a plein. Sutton est repris par beaucoup d'intellectuels. Et il y a aussi d'autres historiens etc., qui parlent de cette question-là. Et si on avait plus connaissance de cette histoire-là, on regarderait différemment les événements qui se passent actuellement et je pense qu'on en ferait une toute autre interprétation et peut-être qu'on aurait plus de gens qui se seraient mobilisés contre l'intervention en Libye parce qu'on aurait bien compris en fait à quoi ça servait et il y aurait plus de gens aussi mobilisés pour la Syrie. Voilà. Pour empêcher l'intervention. Et c'est vrai que la Syrie est en fait un nœud de tension parce que là, effectivement, il y a une accélération de la montée des tensions parce que la Syrie, faut bien comprendre qu'en fait, il y a les intérêts russes d'un côté, chinois, c'est-à-dire que là, les blocs, tu vois, on a la Russie, les Chinois d'un côté qui ont des intérêts communs sur la question, avec aussi, on pourrait peut-être relier, c'est-à-dire que c'est un peu les non-alignés de l'axe américano-sioniste. Voilà, on a donc la Russie, les Chinois, l'Iran et le Venezuela. C'est un peu les non-alignés. C'est un peu il y a l'empire puis il y a le contre-empire. Et de l'autre côté, on a les États-Unis, Israël, les pays européens, l'OTAN, etc. Alors en deux mots, est-ce que parce que ce qu'on décrit là, c'est les intérêts et donc le fait que les pays vont intervenir dans d'autres pays. Est-ce que c'est normal qu'un pays intervienne dans un autre pays, que ce soit pour faire la paix, pour parles défendre d'ingérence. ses intérêts? Là, tu parles de l'ingérence, en fait, c'est ça l'ingérence, c'est le fait que, en gros, au nom de l'ingérence, on a le droit d'intervenir là-bas, Ouais, de s'ingérer dans les affaires de.
Moi, je pense que non, c'est une saloperie, le droit d'ingérence, parce que ça permet de légitimer, en fait, En fait, il devrait y avoir des que formes des de guerres domination. civiles finalement, c'est-à-dire des peuples qui se révoltent contre d'autres peuples à l'intérieur d'un État. Moi, je pense que Si on était si on était, si on évitait justement cette ingérence, enfin si on évitait d'intervenir dans les autres pays, il y aurait que des guerres civiles finalement, que chacun réglerait et voilà. Bon, après, ça n'empêcherait pas donc un pays qui déclare la guerre Bah oui. à un autre, etc. Mais non, le droit d'ingérence, c'est Kouchner, je crois, c'est à l'origine qui a pondu ça. Kouchner, d'ailleurs, il faut s'intéresser à son CV, hein, le vrai, parce que c'est aussi c'est une belle ordure aussi, vraiment. Et en fait, le droit d'ingérence, aujourd'hui, c'était effectivement sous couvert, toujours en plus en jouant sur le sentimentalisme. Regardez-les, les pauvres, les enfants qui tombent sous les balles, les femmes, etc. Bon. Et en fait, ça a permis de légitimer en fait une forme de néocolonialisme. C'est-à-dire, bon, regardez, voilà, en Libye, non, on peut pas laisser faire ça. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Thierry Messant qui disait, avant d'aller voir en Syrie, quand on regarde le nombre de morts, il dit d'abord le premier pays, je crois, en gros, où il y a le plus de morts, je crois que c'est le commerce de la drogue au Mexique. Il dit alors, mais pourquoi les États-Unis vont aller jusqu'en Syrie, jusqu'en Libye? Déjà en dessous de chez eux, il y a tout un trafic où il y a beaucoup plus de morts qu'en Syrie. C'est-à-dire qu'en fait, le droit d'ingérence, si c'était honnête, tu vois, et si vraiment, bon bah allez, on va au Mexique parce que là, mais non, c'est systématiquement pour servir les mêmes intérêts. Bien. Alors, revenons à notre sujet pour terminer cette émission. Donc, la démilitarisation généralisée est-elle la seule solution pour une paix mondiale? Bah, s'il n'y a plus d'armes, on va dire qu'il y a plus de moyen de s'entretuer. Enfin, il y a toujours des moyens, hein, on peut toujours tuer le mec tout seul. Mais bon, non, oui. C'est pas, oui, c'est la question de la démilitarisation, Démilitarisation, donc le fait qu'il n'y ait plus d'armée, etc. Voilà, dire. Qu'est-ce que vous pourriez répondre en 2 mots à cette question Non, ça se fera pas. qui finalement, Et au bout d'une heure et demie, nous apparaît un petit peu abstraite, hein. Bah non, ça peut pas se faire et personne n'a envie que ça se fasse. Parce que même ceux qui se prétendent profondément européens veulent toujours garder quelque chose derrière soi si jamais Oui, ça on a pète. parlé, Et ça va péter. on a parlé de l'OTAN tout à Donc l'heure, c'est voilà. vrai qu'on n'a pas développé sur ce sujet-là, mais Oui, l'OTAN on aurait pu sur l'organisation transatlantique Nord, c'est ça? Ah, j'ai appris mes cours. C'est bien ça. Non, mais non, c'est pas possible. Et même, je dis, même ceux qui se prétendent purement intermondialistes, etc., bah, n'ont pas envie que ça se fasse parce que tout le monde sait que voilà. L'esprit humain est fait de telle sorte et les politiques et l'économie fomentent aussi ça. Il y a tellement de trucs derrière qui fomentent, je l'ai dit au début, des tensions et des climats pré-militaires et pré-conflit que ils sont obligés. C'est pour ça qu'il n'y a pas une démilitarisation, je pense. Je me suis dit, si encore il y avait l'unité spirituelle dont plusieurs auteurs parlent, bah oui, ça se ferait vraiment, mais là l'unité n'est pas faite. Et puis bon, je pense que chacun a le droit à sa part d'identité, chaque pays, etc. Et oui, donc l'unité. Donc le monde n'est pas peace and love, hein. Ah non, le monde n'est pas peace and love. Et juste pour rappeler quand même que parce que je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais on parlait que l'internationalisme, ça pouvait enlever certaines guerres, mais bon, c'est pas forcément le cas. Je veux dire, regarde la guerre du Vietnam, elle est presque aussi, après la guerre du Vietnam, on a quand même la guerre d'Afghanistan qui a duré presque aussi longtemps, quoi. Donc on a toujours des climats, la guerre du Golfe, tu vois, c'était l'Iran qui avait envahi, non, le Koweït qui avait envahi l'Iran, non, l'Iran qui avait envahi, je sais plus du tout. L'Irak qui a envahi l'Iran, non, ouais, et le Koweït aussi. Koweït, c'est ça, je cherchais le nom. J'avais un gros doute. Enfin, bref, il y a toujours des climats, voilà, c'est la fin de soirée, on a une grosse journée. Et voilà, donc ça ne se fera pas, point. Et personne n'a envie que ça se fasse. Voilà, la démilitarisation. Et puis, donc finalement, ce serait éventuellement la solution, mais ça ne se fera pas. Ce serait un peu ce que tu dis ou pas? Ouais, peut-être ça serait une solution, mais ça pourra jamais se faire. Il y a trop d'intérêt, il n'y a pas de solution. Maxime? Très pessimiste, je suis un peu la Schopenhauer. Alors, moi, personnellement, j'ai pas envie que la France, parce que je suis français, j'ai pas envie que la France se démilitarise. Donc j'aimerais bien que on arrête de délocaliser la production des munitions, des armes, qu'on arrête de sabrer le budget de l'armée de terre, etc.
surtout à cette époque de tension majeure, justement, on vient juste d'en parler. Tu penses qu'on se rend faible ? Peut-être, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est pas nous. Je pense que il y a des manœuvres qui sont faites de l'extérieur, et étant donné qu'on a des politiques traîtres qui desservent littéralement les intérêts du pays qu'ils sont censés défendre, ça se fait ça se fait tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de grande opposition, je pense. C'est un peu à l'image de Sarkozy qui vendait l'or de la France dans son mandat, en même temps que Tony Blair d'ailleurs, hein. Donc on vendait l'or aux Américains pour sauver le dollar. Quel était l'intérêt de la France dans tout ça, quand on sait que quand toutes les monnaies dégringolent en dernière instance, c'est l'or qui a une valeur, puisque c'est l'or, je veux dire, c'est une valeur intrinsèque. C'est pas pour rien qu'avant 71, le dollar était indexé sur l'or. Donc non, ça participe à mon avis de ces trahisons fréquentes, de plus en plus fréquentes de nos élites, voilà, de nous affaiblir sur un peu tous les plans, sur le plan de la compétitivité, sur le plan de la production, sur le plan de la culture, et là voilà, sur le plan militaire. Donc la démilitarisation, donc non, je suis contre. Je serais peut-être pour quand les États-Unis et Israël commenceront. Je suis, ouais, après. Mais d'abord, voilà. Quand Israël sera d'accord pour renoncer à sa bombe nucléaire, et les États-Unis, que les États-Unis, parce que ce sont eux les plus bellicistes, ce sont eux les bellicistes de notre époque. Donc voilà, je regarde le contenu du contexte. Quels sont ceux qui représentent une menace ? Ok, vous d'abord. Posez. Voilà, c'est comme si on se braquait, dit ouais, pose ton arme et après moi. Voilà. Alors dernière question, hein, est-ce que la démilitarisation de l'UMP est amorcée ? Ah là là. Ouais, je m'en vais là. C'était fait exprès, c'est pour ça que je l'ai posé à la fin, évidemment. Franchement, Voilà. j'en ai rien à foutre. Voilà. L'UMP, que ça soit Fillon ou Copé, c'est la peste ou le choléra. De toute façon, c'est l'UMP. Qu'est-ce que ça C'est change ? l'UMPS. Qu'est-ce qu'on s'en branle de savoir qui va être à la tête de l'UMP, comme si... Est-ce que ça intéressait vraiment les Français ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que Ça c'est intéresse que les cette histoire ? militants de l'UMP et Ouais, ceux qui seulement. peuvent Je le suis pas soutenir, militant hein. de l'UMP. Moi non plus. Voilà. Marc, aucun. Bah, Rien à dire. Non, c'est encore, ça montre que ça sert à leur propre intérêt, et puis que Ah là, oui. il y a des trucs, voilà, des Et trucs. puis ouais, peut-être si quand même, parce que C'est eux qui nous servent les grands discours de la démocratie. oui, et puis de la maturité. Ce sont devenus des gonzesses. C'est-à-dire, non mais vraiment au sens le plus, tu sais, le sens très péjoratif, tu sais, parce que Alors là, on a eu un débat sur les non, femmes, mais l'égalité je homme-femme. parle pas de la femme, non, mais tu sais, la gonzesse, quoi, tu sais, c'est-à-dire Macho. oui, bien sûr, mais ça, attends, j'ai plus besoin de me défendre de ça, c'est bon, je suis cramé. Non, mais je me rappelle, parce que bon, en fait, tu peux pas faire autrement. Si tu regardes un peu BFM, tu te mets un peu à jour sur les informations, et t'es obligé de tomber là-dessus. Et donc je revois Copé, à un moment donné, je crois que Fillon est tombé malade, ou il s'est cassé quelque chose, ou Oui. je sais rien, enfin il était à l'hôpital, puis il dit j'espère qu'il se remettra vite, et puis après ils sont là à se crêper le chignon, à se dire menteur, c'est moi qui ai gagné, non c'est moi, regarde, vous faites les comptes, papa, maman, tu sais. C'est pitoyable. C'est C'est la politique vrai, plus que spectaculaire. mais c'est de la politique de merde, là. C'est même plus de la... Ah, moi franchement ça me dépite, ça. Des tartuffes, quoi. Mais franchement, c'est des comiques en plus pas drôles, quoi. Mais ce sont nos maîtres politiques, voilà. Et Copé, moi c'est ça qui me démoralise, c'est que je sais qu'il finira par devenir président un jour ou l'autre. Et il y aura un peu comme Nicolas Sarkozy en il 2007. y aura les cons les universitaires et certains de Sciences Po qui viendront dire non mais c'est bien quand même, tu penses pas, t'es d'accord avec machin, et le pain au chocolat. Franchement, pour moi c'est gros comme le nez au milieu de la tronche. Après comprenne qui pourra. Voilà, franchement, on peut pas sauver tout le monde non plus. Hein. Merci beaucoup. Alors, vous pourrez retrouver bien sûr toute la bibliographie, tous les éléments, la vidéo, l'audio sur le site internet radio-rec.fr, sur Facebook et Twitter aussi. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre régulièrement. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, samedi, les Rec Awards à l'université au bâtiment Bois de l'Étang. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Champs-sur-Marne. Voilà, on a l'invité, c'est le gagnant de l'année dernière, Antidé. Voilà. Et puis, il y aura Vim Cortez, The Empire Strike Back. Voilà, alors franchement mon anglais est pas terrible. Diamond Fizz et Jet Banana. C'est donc les 4 finalistes. Ouais, à partir de 20h si je me trompe pas. Voilà. Donc toute une grosse organisation. Venez nombreux, ça serait super sympa.
Voilà, pour les supporter, les jeunes talents, les talents de cette université sont à promouvoir. Et si vous avez envie de venir à la radio, Voilà, venez. toujours l'appel est lancé, des femmes, des hommes qui le veut pour débattre et s'amuser aussi, Oui. bien sûr. Ouais, c'est rigolo. Voilà, hein. c'est dommage ce soir, nous n'avions que 2 personnes pour débattre, donc venez renforcer l'équipe. Puis ça nous permettra d'avoir un roulement dans cette équipe et de pouvoir vaquer bien sûr aux occupations de tout à chacun. Dans Moi, le j'aurais monde bien avoir universitaire. un jeudi de libre de temps en temps. Voilà, hein, après ce fameux cours de statistique, Maxime. Voilà. Allez, salut à tous. À bientôt, bonsoir, merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec peut-être le retour d'Hugo. On l'attend de pied ferme pour réanimer cette Il va émission. nous dresser un bilan, attention. On va voir les notes qui vont tomber, ça va faire mal. Bonsoir à tous.